Le journal de 13h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble les titres sommaires de cette édition. La Côte d'Ivoire à la COP29, le vice-président de la République a présenté les mesures fortes qui confirment l'engagement de l'État ivoirien dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il appelle à un accord sur les financements urgents, indispensables pour parvenir à des solutions pérennes. Une prise de parole sur l'urgence de l'action climatique dans le cadre des déclarations nationales. L'actualité en Côte d'Ivoire avec les statistiques 2024 de l'enseignement supérieur. 323 465 étudiants inscrits dans 629 universités et grandes écoles du pays. Des données présentées cette semaine qui devront servir à définir les enjeux et défis d'avenir pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et puis l'actualité internationale avec Elon Musk qui est dans le gouvernement de Donald Trump, le président élu. Il aura à charge le nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, le nouveau patron, donc le patron de Tesla, de SpaceX et également de X dirigera ce département conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Bienvenue à tous. Des nouvelles de la COP29 en Azerbaïdjan. Le vice-président de la République est à Bakou. Il intervenait hier pour le compte de la Côte d'Ivoire au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Tiemoko Melie-Kone s'est exprimé sur l'urgence de l'action climatique et la nécessité du respect des engagements de la précédente COP. Et également, il s'est aussi intéressé à la question épineuse du financement à apporter aux pays en développement. Franck Quadios nous en dit plus. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, entame des réflexions mondiales sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole et dans la constante de leur discours, un axe est retenu par tous, l'urgence de l'action climatique. C'est dans le même sens qu'abonde le vice-président Tiemoko Melie-Kone au nom du président Alassane Ouattara, prenant la parole à cette tribune dite segment du haut niveau. Nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. En Côte d'Ivoire, les actions audacieuses sont en cours. Sans ces actions, notre PIB pourrait baisser de 13% d'ici 2050 et près de 2 millions d'Ivoiriens pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Il est clair que les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous demeurons passifs. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette année, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la facilité pour la résilience et la durabilité et exploré, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, des solutions de financement innovants. La Côte d'Ivoire s'engage certes dans la résilience climatique, mais affiche aussi sa volonté d'intégrer le vaste marché, somme toute important, du carbone. Face à la gravité de cette situation, la Côte d'Ivoire appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement des fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais au-delà, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre pour faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement. Les acteurs significatifs du changement climatique dans le monde ont marqué leur détermination lors de cette cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat du Bakou. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'est pas allé du dos de la cuillère. L'année 2024 et les beaux mois à venir seront des périodes climatiques drastiques, amplifiées par les catastrophes naturelles dues au changement climatique. La lueur d'espoir, selon lui, réside dans l'application des résolutions de la COP28 de Dubaï. Il s'agit entre autres de renoncer aux carburants fossiles, l'idée d'atteindre 1,5 degré Celsius. Pour leur part, l'astronaute Sunita Williams et le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, se sont réjouis de la forte mobilisation. 196 pays sont présents pour 72 000 participants, dont 80 chefs d'État et de gouvernement.
Et parlant de mesures fortes pour le climat, le Code de l'hygiène et de la salubrité entre pleinement en vigueur en Côte d'Ivoire ce mois de novembre. Après un délai transitoire d'1 an, une campagne est ouverte pour la vulgarisation des termes adoptés en 2023. Cette sensibilisation vise les populations et c'est par la commune de Trècheville que tout commence. Eugène Tobé. Face aux différents responsables des organisations et associations représentatives des populations de la commune de Trècheville, le directeur de cabinet adjoint du ministre en charge de la salubrité et de l'assainissement explique les tenants et aboutissants de la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Gildas Sassimi s'est voulu clair et rassurant. Cette loi, indique-t-il, fera l'objet d'une grande campagne d'information et de sensibilisation à l'objectif que les populations se l'approprient pour rendre propre et sain leur cadre de vie. L'État a bien voulu nous accorder un délai de 1 an pour sensibiliser les populations, pour communiquer sur ce code. Et maintenant, il va rentrer en vigueur. Et ce code, désormais, donne aussi un pouvoir de police, non seulement à nos collaborateurs, mais aussi renforce les pouvoirs de police en matière d'hygiène et de la salubrité à toutes les forces de défense et de sécurité. La commune de Trècheville rampe de lancement de la campagne pour la vulgarisation du code de l'hygiène et de la salubrité, passe par exemple en matière de salubrité. Les initiatives et des actions y sont visibles. Selon le 3e adjoint au maire, Mloko Arthur, celles-ci seront renforcées et Trècheville prend l'engagement d'intensifier sa lutte contre l'insalubrité. Nous avons anticipé sur cette période de sensibilisation et répression en mettant en place une brigade de salubrité qui sera effective dès le mois de décembre pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce code-là. Nous faisons figure d'exemple, mais nous avons à nous améliorer. La campagne d'information et de sensibilisation portant sur le code de l'hygiène et de la salubrité touchera autant les zones urbaines que les zones rurales. Ce code, élaboré en 2023, porte les enjeux de la salubrité et de la préservation de l'environnement pour la Côte d'Ivoire. Et la salubrité participe bien évidemment à préserver notre environnement de toute forme de détérioration. Le sujet est au cœur d'une session de formation sur les politiques d'appui en matière de résilience climatique dans la lutte contre la désertification et la sécheresse dans les zones frontalières. Suivant ces explications dans cet élément rapporté de Souleymane Donissongou. Dans la sous-région, les impacts de l'évolution des facteurs du changement climatique ces dernières décennies deviennent de plus en plus préoccupants. Les effets collatéraux de ce problème se trouvent au centre des réflexions au cours d'une rencontre initiée par la Direction des politiques communautaires de la promotion humaine et du développement durable du ministère des Affaires étrangères. Une occasion pour les organisateurs de soutenir une approche participative pour réduire le phénomène. La spécificité de cette rencontre, c'est d'adresser la question de la coopération dans la lutte contre le changement climatique, la désertification et la sécheresse. Cette problématique-là, on la pose aujourd'hui avec tous les acteurs et on souhaiterait que chaque acteur apporte son grain de sel pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement définir son document de politique d'appui. Louis-Philippe Goli-Kwame y accorde un intérêt particulier. Une politique régionale va être faite au niveau de la CEDEAO, mais cette politique régionale va se nourrir des travaux qui sont élaborés au plan national. Et cet atelier sert bien entendu de lieu de concertation entre les différents acteurs des secteurs concernés. Ces assises se déroulent sur 3 jours et en plénière. Ces séances de réflexion et d'échange devront concourir à la redynamisation des accords de coopération entre États de la sous-région en matière de changement climatique. Et un environnement sain, on a tout à gagner, surtout le repos. Et à Abidjan, certains jardins offrent un beau cadre d'évasion aux Abidjanais qui ne boudent pas les occasions de se permettre des petits moments de tranquillité, que ce soit seul, en amoureux, entre amis ou même en famille. Et si vous manquez d'inspiration pour changer d'air, Julien Gogo et Sidonie Davila vous conduisent aux abords des échangeurs et des grands carrefours dans tout le district d'Abidjan où sont installés des jardins publics spécialement aménagés. On regarde. Adjamé, carrefour Williamsville, face à la caserne d'Agban, un petit jardin offre un havre de paix. Nous y rencontrons Paul. Ce quinquagénaire résidant au quartier Paillé est un amoureux de la nature.
Je suis venu ici pour me détendre un peu après le travail de la semaine. J'ai l'habitude de passer ici quand je veux me reposer avant d'arriver à la maison. Je suis à Paillé et avant de partir, j'ai fait un tour ici. Le coin est bien aéré et je me sens très bien en restant ici pour causer avec mon cousin qui est là à côté de moi. Un détour à Yopougon, sur l'autoroute du Nord, premier pont. Un autre espace reposant. Yves et sa dulcinée trouvent leur compte. À chaque fois que je viens ici, à des fois, il vient me balader ici. Maintenant, quand elle est venue me saluer aujourd'hui, donc je viens causer un peu elle ici. Le coin est un peu intéressant, puis c'est classe, puis c'est calme. Puis un peu glacé quoi. Et pour un toit rouge. Moi, je suis à Bassam. Ce coin est bien relax pour bien causer, sans qu'on nous embrouille. Genre, c'est un peu calme. Tu ne peux pas rentrer ici comme ça. Non loin de nos deux touteureaux, de jeunes couples savourent la tranquillité et la verdure environnante. Sur ce site, des nattes et des hamacs sont mis à la disposition des usagers. C'est aujourd'hui que je suis venu ici. J'ai choisi la hamac parce qu'elle me permet de me détendre. Le coin est divertissant et c'est frisé aussi. Espace vert ou jardin, l'objectif reste le même pour ces nombreux visiteurs, se détendre et se ressourcer. Voilà, des espaces verts reposants et surtout disponibles pour tous. Les nouvelles données de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire sont également disponibles. 323 465 étudiants ivoiriens et non ivoiriens sont inscrits dans 629 universités et grandes écoles. Des chiffres de base pour avoir une réelle visibilité de ce secteur qui ont fait aussi sa boussole pour ses plans d'avenir. C'est Forazegui. Le directeur de la planification du ministère de l'Enseignement supérieur dévoile les chiffres marquants du secteur éducation-formation pour l'année en cours. Cette année, nous sommes autour de 323 000 et plus étudiants. Ces 323 000 étudiants concernent autant le public que le privé. Et à côté de cela, il s'agit également de voir les efforts qui ont été faits en matière sociale, en termes de bourse, en termes de logement. Le nombre de lits a légèrement augmenté parce que maintenant nous sommes autour de 17 000 lits. Quand on fait ce ratio au regard de l'effectif d'étudiants, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que l'effectif d'étudiants a accru de 293 000 à 323 000 alors que le nombre de lits n'a pas suivi une augmentation dans la même proportion. Ces indicateurs montrent un secteur en pleine mutation. L'objectif est de renforcer l'accès à l'enseignement supérieur tout en améliorant la qualité de l'enseignement à travers des réformes structurantes. Les statistiques sont d'une importance capitale. Aujourd'hui, avec la croissance des étudiants, aussi bien du secteur public que du secteur privé, il faut des indicateurs aux gouvernants pour décider, par exemple, de la construction des infrastructures, de beaucoup de choses. Donc, et quand les statistiques sont connues, les taux de croissance annuels sont connus par les gouvernants, alors les décisions sont éclairées. On pourra donc faire une bonne programmation. Selon les données présentées, le nombre d'étudiants inscrits dans les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire a franchi un nouveau cap cette année avec 323 465 étudiants inscrits contre 293 610 l'année dernière. Une croissance qui s'explique par le développement des infrastructures universitaires, mais aussi par des politiques d'inclusion sociale. Face à cette affluence, des réformes profondes sont en cours pour moderniser les infrastructures et les méthodes pédagogiques. Et nous nous rendons à présent dans la région de Gbeke, à Bouaké, où a eu lieu la rentrée judiciaire de la Cour d'appel. L'année judiciaire 2024 a été ouverte par une audience solennelle marquée par un cours magistral sur les délits de justice que peuvent commettre un magistrat, selon ce reportage de Soro Corona. L'entrée de la Cour, la présentation et la prestation du serment de nouveaux magistrats, le bilan de l'année judiciaire écoulée. Point saillant de l'audience sous l'année de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Bouaké.
Cette audience marque la transition entre l'année judiciaire écoulée et la nouvelle. Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, les hommes de droit, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité ont pris part à la cérémonie. Le procureur général près la cour d'appel de Bouaké et le premier président dressent le bilan des dossiers traités. Les 185 dossiers reçus ont été entièrement traités à bonne date, ainsi que 43 requêtes aux fins de succès à exécution, et la section criminelle a traité 229 dossiers. L'année judiciaire écoulée, la Cour d'appel a rendu 956 décisions, toutes matières confondues, sur un ensemble de 1195 affaires dont elle était saisie. L'assistante est instruite sur le délit de justice. Pour le premier président de la Cour d'appel, un magistrat peut être poursuivi dans 3 cas. La première, lorsque le juge refuse de statuer sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. La seconde, lorsque le juge refuse de répondre aux demandes qui lui sont présentées sous un prétexte non pertinent. La troisième hypothèse, lorsque le juge refuse de juger les affaires en état et en tout d'être jugé. L'avocat général Ben Yaya Ouattara et les 2 nouveaux magistrats sont exhortés à travailler pour le renouvellement de la cour d'appel de Bouaké. Une autre notion, cette fois dans le cadre de la cybersécurité. Connaissez-vous la fonction de correspondant de la protection des données à caractère personnel, encore appelé DPO? Eh bien, ce point était au cœur du forum DPO Expert Day 2024. L'objet de ce forum était de présenter la fonction de DPO dans l'entreprise entre l'obligation légale, mais aussi le bénéfice sociétal. On en sait plus dans ce reportage de Constant Kokora et Godfrey Kambawa. Le DPO ou encore le correspondant de la protection des données à caractère personnel est chargé d'assurer la mise en conformité permanente des organisations avec les dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel dans les entreprises. Le DPO, c'est le correspondant, c'est celui donc qui est en entreprise, qui est chargé donc de faire appliquer la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Et donc cette journée marquante a pour but de pouvoir mettre en lumière son rôle auprès du responsable de traitement, auprès des ressources humaines, auprès de tous ceux qui sont dans la société. Le rôle, les missions et actions de cette fonction ont été mises en avant lors de la première édition du forum DPO SPDI. La thématique abordée s'articule autour de la fonction du DPO dans l'entreprise, entre obligations légales et bénéfices sociétals. Une rencontre pour renforcer la sensibilisation des acteurs impliqués. Et ce séminaire nous permet bien évidemment de mieux appréhender cette fonction, la fonction de DPO. On a pu comprendre un peu les contours et les fonctionnalités de ce métier au sein d'une entreprise. Considéré comme chef d'orchestre au sein d'une entreprise ou d'une organisation, le correspondant de la protection des données à caractère personnel est parfois ignoré, bien qu'étant garant du bon traitement des données. En Côte d'Ivoire, la fonction existe bel et bien. Elle est souvent confondue à celle des directeurs des systèmes d'information. À présent, développement avec le projet du bus transit rapide transit, le BRT. Le BRT dont le lancement de l'exécution a été effectué la semaine dernière, mardi et mercredi dernier, entre les communes de Cocody et de Bingerville. Et maintenant, le projet et toutes ses implications, ses étapes d'exécution sont présentées aux populations concernées. Le point de Siaka Kone. Le BRT, bus rapide transit, pour réduire les embouteillages dans le district d'Abidjan. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, se déploie. Nous organisons cette réunion pour informer tous les différents acteurs, toutes les parties prenantes, notamment les personnes affectées par le projet, qu'effectivement, nous allons pouvoir démarrer. La mise en place de ce projet BRT nécessite la construction d'une voie dégagée de tout obstacle. Les installations et activités sur cette nouvelle voie express sont appelées à disparaître ou à être délocalisées. Une indemnisation est prévue pour les propriétaires de ces biens impactés. Ils sont issus des communes de Cocody et de Bingerville.
À la sous-préfecture de Bingerville, 191 personnes impactées ont répondu à l'appel du comité de coordination. Ces échanges directs ont permis de présenter à nouveau le PMUA et d'éclairer les lanternes sur le mode d'indemnisation, le délai et la disponibilité du fonds estimé à 4 milliards de francs CFA. Le comité de suivi et la cellule d'exécution ont été présentés aux parties prenantes. L'on enregistre à ce jour 315 personnes impactées. Et à présent, cet événement porté par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, il s'agit du Forum de l'image et de la transparence. L'objectif, c'est d'aider à travers ce forum les entreprises du secteur financier à améliorer leur crédibilité et leur performance. Ce forum sera doté d'un prix, le prix de l'éthique. On en sait plus avec Dangui Dangui. L'image et la réputation sont pour les entreprises, notamment celles de l'écosystème financier, ce que sont les poumons pour le corps humain. Caricaturer un aspect de la question pour mettre en relief les enjeux du risque de réputation ou de non-conformité auxquels sont exposés les banques et établissements financiers ivoiriens. Au moment où, ajoute-t-il, les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants et vigilants en matière de gouvernance, de qualité de service et de perception publique. Plus vous aurez des banques qui ont de très bonnes réputations, évidemment, qui vont attirer des clients et des investisseurs, plus vous aurez des grandes banques qui pourront financer l'économie de ce pays-là. Deux cabinets ivoiriens, avec le soutien de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, s'engagent alors à organiser la première édition du Forum sur l'image et la réputation. Le risque de réputation, le risque d'image, c'est lorsque l'on commet une erreur de gestion qui impacte en fait l'image de l'institution. Au niveau de la qualité de service de certaines institutions financières, des erreurs, des faux pas qui pourraient être commis et qui pourraient entacher leur image de marque. Cette grande rencontre a pour objectif vraiment de placer les enjeux relatifs à l'éthique et à la réputation dans un secteur où l'image est de plus en plus on va dire prisée. 1 millier de participants sont attendus à ce forum qui aura lieu le 21 novembre 2024 prochain sous le thème « La finance face aux risques réputationnels ». Au cours de ce forum, un jury va décerner le prix de l'éthique à l'institution financière ivoirienne qui aura le plus promu l'excellence, la crédibilité et la notoriété. Et nous rendons à présent dans la région du Cavalier où une coopérative agricole participe à l'épanouissement des agriculteurs de CIB. C'est dans le département de Bloléquin. Cette coopérative a apporté des infrastructures éducatives pour les familles de ces planteurs, selon ce reportage de Jean-Marc Djadji. Une école, 2-3 salles de classe avec bureau de directeur, une cantine et une pompe villageoise sont offertes aux populations du CIB dans le département de Bloléquin. Ces réalisations sont l'œuvre de la société coopérative Copaway. Objectif, contribuer à l'épanouissement des familles de producteurs de cacao et de lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour l'année 2023, nous avons investi environ 99 millions dans les projets communautaires. Après 5 ans, nous inaugurons aujourd'hui l'école primaire publique de l'EPP d'Andro avec une cantine et avec aussi l'inauguration d'un château d'eau qui fonctionne avec le solaire. C'est un ouvrage qui a un double intérêt. Non seulement permettre à ce que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions, mais aussi lutter contre le travail des enfants. Et je voulais donc féliciter ceux qui l'ont fait. Hormis ces inaugurations, cette coopérative s'inscrit dans l'action citoyenne à travers le don des jugements supplétifs aux enfants des planteurs. Avant le village de CIB, 10 forages ont déjà été réalisés dans plusieurs localités. La construction de dispensaires ruraux, de maternités et la distribution gratuite de plants d'arbres dans le cadre de la promotion de l'agroforesterie sont prévus dans le département de Bloléquin. La période de révision de la liste électorale est prorogée jusqu'au 17 novembre prochain. Occasion donc prolongée pour les citoyens ivoiriens qui remplissent les normes de se faire enrôler. Et à tout bas, tous les moyens sont misés pour sensibiliser les populations sur cet acte civique. Christ Diomandé et Jean-Marc Djadji nous parlent d'une marche de sensibilisation qui a eu lieu sur 8 km. On regarde.
Près de 8 km de marche dans les quartiers de Touba pour inciter toutes les populations de la région du Bafing à se faire enrôler sur la liste électorale. Une initiative de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être de Touba, FIRAP, Touba. Effectivement, nous avons fait un constat sur le terrain. Nos parents jusque-là n'ont pas de papier. On a profité de l'occasion de prendre la balle au rebond pour les inciter une fois de plus à travers cette marche pour qu'ils sortent massivement aller faire leurs documents. Je demande à nos parents de s'inscrire sur la liste électorale. C'est important parce qu'en matière de développement, plus vous êtes nombreux, mieux vous profitez des fruits du développement. Cette initiative sonne comme un signal de reconnaissance et d'engagement aux idéaux du président de la République Alassane Ouattara, selon les initiateurs. C'est le lieu pour les populations de Touba de dire merci au président de la République d'avoir prolongé la date limite au 17 novembre. À ce jour, nous sommes fiers de pouvoir dire à la nation tout entière que Touba est resté mobilisé durant toute la période de délivrance des inscriptions. Touba aujourd'hui est fier de dire qu'on atteint déjà l'objectif fixé. Mais cela n'est pas important pour nous, parce qu'avec le président de la République, nous voulons dépasser tous ces enjeux et atteindre un score record à Touba. Et c'est ce que nous allons faire le reste de la semaine, faire en sorte que nous ayons au moins une vingtaine de milliers de personnes inscrites à Touba. La FIRAP entend poursuivre sa politique de sensibilisation éclatée dans plusieurs localités de la région du Bafing afin de battre le record de personnes enrôlées sur la liste électorale. Et une foire sur le meilleur ami de l'homme, le chien. Nos animaux de compagnie ont pour eux un événement dédié, une foire canine, un marché centré sur le bien-être de votre chien, la biodiversité, mais aussi la responsabilité assumée. Cette foire canine est annoncée pour la période des fêtes de fin d'année, du 6 au 8 décembre prochain. Un événement qui devrait proposer de nombreux services canins aux propriétaires les plus accros. On en sait plus dans cet élément de Kadikone et Sidonie Davila. Pour sa 3e édition, la foire canine de Noël s'annonce riche en activités et en échanges. Initiée par la structure Patawof, les organisateurs dévoilent les grandes lignes de l'événement qui va se tenir du 6 au 8 décembre prochain. C'est une activité ludique, certes, mais qui permet à tous les passionnés canins de découvrir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour leurs animaux de compagnie. Vous aurez un village de la foire canine. Nous aurons aussi le Canitalent, donc qui est une activité qui permettra de mettre en aise le maître et le chien à un talent particulier. Et puis le dernier point, c'est le panel des passionnés. Cette année, on a des personnes qui vivent avec des chiens et dont les chiens ont pu leur apporter vraiment quelque chose de particulier. Des personnes qui sont sorties de la dépression, par exemple, grâce aux chiens, qui viendront expliquer comment ces chiens-là leur ont permis d'être aujourd'hui au stade de vie émotionnel qu'ils ont. Cette 3e édition entend rassembler différents acteurs du monde canin. Objectif, promouvoir le bien-être animal dans la vie quotidienne des Ivoiriens. Vous savez, le bien-être animal, c'est pas compliqué. Déjà, il faut avoir la capacité de les alimenter, de les mettre dans le confort, de leur éviter la peur, la détresse, leur permettre d'exprimer leur mode basique, leur mode héréditaire de comportement. En plus des échanges entre passionnés et professionnels, la foire prévoit des ateliers, un concours canin et des démonstrations de chiens dressés. Par ailleurs, une sensibilisation au respect des animaux de compagnie est au programme de la foire canine de Noël. Un événement qui promet. Et si vous êtes amoureux du théâtre, c'est un sujet pour vous. Les avertis étaient tous au théâtre pour le festival VSD, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 3 novembre dernier. Les compagnies professionnelles se sont succédées devant eux sur les planches de la commune de Yopougon. Yves Niazalé et Godefroy Okambawa. C'est à l'espace libre Tiken Jaffa Koli, situé dans le quartier Maroc de la commune de Yopougon, que s'ouvre la 5e édition du festival, vendredi, samedi, dimanche, dénommé VSD du théâtre. Une rencontre culturelle initiée par la compagnie Asaf Edna. Les VSD du théâtre, notre objectif, c'est de rapprocher le théâtre auprès de la population. Donner envie aux gens de venir au théâtre comme s'ils partaient prendre un pot, venir regarder du théâtre. Les pièces proposées explorent des sujets profonds qui touchent particulièrement les spectateurs. Parmi elles, une œuvre sensible qui met en lumière la réalité des femmes souvent victimes de violences.
D'abord, ESSI va dans le registre du combat pour la femme. On veut faire ressortir le fait que les femmes sont un peu plus stigmatisées. Elles sont tout le temps à un niveau au niveau de la société où on dit qu'elles ne peuvent pas faire ceci, elles ne peuvent pas faire cela. Et s'il revient au fait de, et si l'homme avait la place de la femme dans la société, et si la femme avait la place de l'homme dans la société. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cet événement. Le théâtre, c'est quelque chose que depuis l'enfance, on a beaucoup aimé. Le thème de cette 5e édition s'articule autour de l'éco-citoyenneté comme facteur de développement durable. Voilà, l'art, le moyen d'expression de tout ce qui concerne les défis de la société. Et parlons de sport à présent avec les éliminatoires de la CAN 2025 qui se poursuivent à partir de ce mercredi 13 novembre jusqu'au mardi 19 novembre prochain. 16 équipes se remettent en course pour la qualification et ce mercredi en Côte d'Ivoire aura lieu la rencontre entre le Tchad et la Sierra Leone dans le groupe G. Ce sera à 19h au stade olympique Alassane Ouattara à Debampe. Il faut noter aussi qu'une défaite de la Sierra Leone face au Tchad ce mercredi qualifierait la Côte d'Ivoire et la Zambie, les deux équipes du groupe G. L'autre actualité de cette journée à l'international avec le casting de la future administration de Donald Trump qui se dessine de plus en plus. Il est annoncé la nomination du milliardaire Elon Musk dans le gouvernement. Il est annoncé à la tête d'un ministère nouvellement créé. Il s'agit de l'efficacité gouvernementale, un département qu'il dirigera conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Le président américain élu déclare à cet effet qu'ensemble, ces deux Américains traceront le chemin pour son administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, aussi sabrer les régulations excessives et couper toutes les dépenses inutiles et aussi restructurer les agences fédérales. Ce sont deux personnalités qui ont jusqu'au 4 juillet 2026 pour doter les USA, dit le nouveau président, d'un petit gouvernement qui serait un cadeau parfait pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1.